peux commencer? Oui, oui, bien sûr, allez-y. Merci. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ravi de vous retrouver pour cette session hebdomadaire de Digital Earth Africa qui se déroule tous les mercredis à partir de 11 heures. Nous sommes désolés pour cela. Le thème d'aujourd'hui va porter sur le téléchargement de données à partir de Digital Earth Africa Sandbox à l'aide d'un shapefile d'une région d'intérêt. Cette présentation est la suite d'une première présentation qui s'est déroulée il y a 3 semaines de cela, et nous allons voir comment utiliser la sandbox et un shapefile pour déterminer notre zone d'étude. Suivant. Donc, la vision de Digital Earth Africa est de fournir un service de routine fiable et opérationnel en utilisant les observations de la Terre pour générer des produits qui sont prêts à la décision afin de permettre aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux acteurs du secteur privé et de la société civile de faire face aux changements sociaux, environnementaux et économiques sur le continent africain et de développer un écosystème d'innovation dans tous les secteurs. Les domaines d'intervention portent autour de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, les ressources en eau et risques d'inondation, la dégradation des terres, l'urbanisation, l'érosion côtière, pour ne citer que certaines thématiques. Suivant. Maintenant, les données qui sont disponibles sur la plateforme de Digital Earth Africa, vous avez plusieurs possibilités d'accéder aux données de Digital Earth Africa. D'abord, pour une visualisation des données, vous avez la plateforme Digital Earth Africa Map et vous avez le lien hyperlink qui vous permet d'accéder à la plateforme. L'analyse des données à partir de la plateforme Digital Earth Africa Sandbox, le lien également est affiché. Et vous avez aussi d'autres plateformes qui incluent l'accès dans le logiciel SIG par l'intermédiaire de OWS Map Service et une plateforme également qui vous permet d'apprendre et d'accéder aux données et à les analyser grâce à la plateforme Digital Earth Africa Learning. Le lien également est indiqué. Suivant. Donc, l'un des défis que nous rencontrons dans la communauté de l'observation de la Terre, pour ceux qui font des travaux de recherche, ceux qui conduisent leurs projets en tant qu'étudiants ou scientifiques ou dans d'autres domaines sectoriels, les défis qui sont rencontrés dans certains pays portent principalement sur la limite de la bande passante Internet, la stabilité de l'électricité, les ressources informatiques et quelques questions qui pourraient être répondues grâce à ce notebook. Mais les questions que nous nous posons sont les suivantes. Où obtenons-nous des données pour la prise de décision? Puis-je obtenir les données matricielles d'un produit Digital Earth Africa spécifique à ma zone d'étude? Et pouvons-nous les télécharger immédiatement pour une utilisation dans une application de bureau? Le bac à sable Sandbox de Digital Earth Africa permet aux utilisateurs d'ajouter des données externes telles que des fichiers de forme et leurs algorithmes. Next. Lors de cette séance, nous allons avoir à importer des baquets que nous allons importer. Nous allons nous connecter au DataCube. Nous allons définir la zone d'intérêt, afficher un jeu de données sur une carte de base, créer un objet de requête, représenter le résultat, rasteriser le fichier de forme, masquer le jeu de données, exporter une géotiff monobande et monotemporelle, exporter une géotiff multibande et monotemporelle, et enfin exporter plusieurs géotiffs, une pour chaque période de temps d'un X array.
Donc, les paquets que nous allons importer, nous les avons listés ci-dessous et la manière dont ils sont à importer également est indiquée. Vous allez avoir besoin de ces paquets lorsque vous souhaiterez utiliser un ensemble de données externes. Vous avez d'abord le import sys, le import datacube, le import numpy as np, le import panda as pd, le import geopanda as gpd, à partir de from datacube.utils.geometry import geometry. Donc, ce sont les sources où ces paquets vont être importés pour permettre la rasterisation, l'importation des shapefiles, l'affichage des données dans plotting import display underscore map RGB et la définition également de la zone d'intérêt que l'on va définir en important la zone. Suivant. Nous allons nous connecter au DataCube. C'est le DataCube qui nous permet d'avoir accès à notre archive de données images. Et pour exécuter, pour accéder au DataCube, vous allez exécuter le DC égale datacube.datacube en parenthèse app égale import dataset. Vous allez définir la zone d'intérêt puisqu'il faut déterminer la zone sur laquelle vous allez travailler. Et donc, nous allons créer un dossier à cet effet, le répertoire de formation. Vous allez télécharger ce fichier zip et vous allez extraire ce fichier dans votre machine. Donc, vous chargez le fichier de forme avec toutes ces extensions dans votre dossier de travail. Donc, vous allez définir la zone d'intérêt. La méthode 2 sera utilisée, c'est-à-dire utiliser un polygone comme un GeoSon ou un fichier de forme script. Et la formule est Area of Interest, AOI, est égal à Define Area, en parenthèse, vecteur, vous avez path, égale limite OME beaucoup dot shape. Nous allons également créer un géopolygone et un géodataFrame à partir de la zone d'intérêt. Et le script est le suivant, géopolygone égale géométrie, en parenthèse, area of interest, features, 0, géométrie, et on détermine le système de coordonnées, le CRS EPSG 4326. Géopolygone, géodataFrame, le GDF, est égal à géopolygone, GPD, géodataFrame, géométrie, géopolygone, et le système de coordonnées, le CRS, géopolygone, GRS, CRS, qui correspond au géopolygone. Nous allons également déterminer la latitude et la longitude qui couvrent la zone d'étude en définissant le lat range et le long range. Suivant. Donc, une fois que ces éléments-là, la zone d'intérêt a été définie, nous allons pouvoir l'afficher et en utilisant le script display underscore map, x est égal à long range et y est égal à lat range. Et notre zone d'étude sera délimitée par une ligne rouge ou un polygone rouge. Merci. Suivant. Nous allons créer un objet de requête qui va nous permettre de déterminer la période que nous allons utiliser, les bandes qui seront utilisées pour l'affichage, le système de coordonnées et le minimum de bonnes données. Donc, nous avons défini la requête query qui est égale à x qui correspond au long range, longitude range, y qui correspond à latitude range. La période de temps qui a été définie ici est 2020 11-01 à 2020 12-15. La résolution, c'est la résolution spatiale de l'image qui sera utilisée. Ici, on a moins 20. Les bandes spectrales sont le rouge, le vert et le bleu. Et le système de coordonnées de sortie, c'est le EPSG 6933. Il nous faut un minimum de bonnes données de 0.8. Nous avons identifié également le système de projection le plus courant dans la requête d'entrée et nous allons le charger à travers le script DS load ARD, DC égale DC, product c'est le Sentinel2 L2A en utilisant notre query. Suivant.
L'utilisation des paramètres de qualité des pixels pour Sentinel-2, nous allons rechercher les ensembles de données qui correspondent à Sentinel-2 L2. Nous allons compter les pixels de bonne qualité pour chaque intervalle de temps et nous allons faire un filtrage sur 6 pas de temps parmi les 11 avec moins de 80% de pixels de bonne qualité. L'application de la qualité des pixels masque-image va nous permettre de faire le chargement des 6 pas de temps. Et pour imprimer le résultat, nous allons mettre le script DS et nous allons avoir les X-ray.dataset. Il faut savoir que pour charger vos images, il faut toujours vérifier que le taux de couverture nuageuse dans vos images ne dépasse pas les 10%. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi une tolérance de 80% pour les pixels de bonne qualité. Suivant. Donc, voici le résultat que nous avons obtenu après avoir fait le DS. Et on nous a indiqué ici, au niveau de la dimension, on a 6 images. Au niveau de time, on a 6 images et on a les coordonnées en utilisant le référentiel qui a été défini. On a les bandes au niveau de la variable des données, le rouge, le vert et le bleu. Et on a au niveau des attributs, le système de coordonnées CRS EPSG 6933. Suivant. Par la suite, nous affichons notre résultat en utilisant le script RGB en parenthèse DS, index égale 1. Et nous avons notre image qui date de 2020, le 11-14, c'est-à-dire le 14 novembre 2020. Donc ça, c'est la composition colorée RGB. Suivant. Maintenant, nous voulons utiliser un dossier. Il nous faudrait maintenant rasteriser, c'est-à-dire transformer le fichier de forme en raster. C'est ce qu'on a appelé ici la pixelisation ou pixeliser. Afin d'appliquer les données du fichier de forme en tant que masque, nous devons convertir le fichier de forme en raster à l'aide de la fonction xr_rasterize. Donc, nous définissons le script masque est égal à xr_rasterize geopolygon_gdf,ds. Ce masque maintenant va être superposé à notre image et ça nous permettra de pouvoir délimiter et extraire notre zone d'intérêt exclusivement. Donc, tout ce qui n'est pas concerné dans notre zone d'étude ne va pas apparaître. Donc, masquer le jeu de données à l'aide de ds.where est masqué pour définir les pixels à l'extérieur du polygone sur NaN, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas définis. Donc, le ds est égal à ds.where mask. Nous allons représenter le résultat masqué du jeu de données en définissant le script RGB ds, index égale 1. Et selon le shapefile que nous avons utilisé, vous voyez donc que notre zone d'étude apparaît différemment par rapport à notre premier affichage, au premier affichage que nous avions eu à faire qui couvrait l'ensemble d'une zone. Ici, nous voyons les pourtours de notre zone d'étude qui suivent le shapefile qui a été utilisé. Et donc là, ça permet de réduire le volume de données utilisé lors du traitement et à éliminer les parties superflues. Suivant. Donc, nous allons exporter l'image géotiff monobande selon un intervalle de temps. Pour cette méthode, nous utilisons la fonction datacube.util.cog write_cog, COG, où le COG signifie tout simplement Cloud Optimized Geotiff. C'est-à-dire, c'est un géotiff optimisé au niveau du cloud pour pouvoir exporter un COG simple à bande unique et à intervalle de temps unique. Il y a une mise en garde, des mises en garde qu'il faudrait bien noter lors de l'utilisation de cette fonction. Il y a une nécessité d'un xArray.dataArray. Fournir un xArray.dataset vous renverra une erreur. Pour convertir un xArray.dataset en une matrice, vous devez exécuter la commande suivante. DA est égal à ds.to_array
entre parenthèses. Cette fonction va générer un fichier TIFF temporaire en mémoire sans compression, ce qui signifie que la fonction va utiliser 1/5 ou 2 fois la mémoire requise en utilisant le datacube.helper.write_geotiff déprécié. Si vous passez une matrice d'ASC dans la fonction write_cog, ne produira pas de geotiff, mais va en renvoyer à la place un object d'ASC delayed. Pour déclencher la sortie du geotiff, vous devez exécuter le .compute en parenthèse sur l'objet retardé d'ASC. Donc, le script devient write_cog en parenthèse ds.read icell en parenthèse time égale 0, virgule, read.tiff.compute en parenthèse. Suivant. Donc, nous allons sélectionner un intervalle de temps et une seule bande dans le jeu de données. Donc, le script devient single band tiff est égal à ds.read.icell time égale 1. Vous fermez la parenthèse. Écrire également un geotiff à un emplacement. Donc, write_cog, single band tiff, fname est égal à readband tiff, overwrite égale true. Vous fermez la parenthèse et vous allez voir qu'en dessous, vous allez avoir POSIX path en parenthèse read_band.tiff, ce qui représente la demande que nous avions formulée. Suivant. Une fois que nous avons fini, nous pouvons également exporter le geotiff multiband et une période de temps unique. Ici, nous avons sélectionné une seule fois et nous allons exporter tous les canaux de l'ensemble de données à l'aide de la fonction datacube.utils.cog.write_cog. Nous allons sélectionner une seule tranche de temps, une seule période de temps, avec le RGB_TIFF égale ds.icell en parenthèse time égale 1 .toArray en parenthèse. Écrire un geotiff multiband dans un emplacement write_cog RGB tiff fname RGB.tiff overwrite égale true. Et on nous donne le post ix path RGB.tiff. On ferme la parenthèse. Donc, l'exportation de plusieurs géotiffs, un géotiff pour chaque tranche de temps dans un X-array. Et si nous voulons exporter maintenant toutes les périodes de temps d'un ensemble de données en tant que géotiff, nous pouvons faire une encapsulation de notre fonction avec write_cog dans une boucle for. For I in range, len en parenthèse des.time. Nous voulons utiliser la date de l'image satellite pour nommer le géotiff. Nous utilisons ici maintenant date égale ds et le script continue avec la période et on définit de l'impression print f writing date. Nous allons convertir l'intervalle de temps actuel en un X-array data array et on le définit à partir du script single timestamp. Si nous voulons écrire le géotiff également, nous faisons le write_cog single timestamp, ce que nous avons défini au départ, le fname et le override. Et en résultat, nous avons 6 images qui vont être disponibles à partir du 9 novembre 2020 jusqu'au 14 décembre 2020. Suivant. Ce qui confirme les 6 images que nous avions eues au préalable pour pouvoir les utiliser en tenant compte du shapefile que nous avons utilisé. Vous pouvez appliquer cette méthode à différents notebooks qui sont déjà disponibles et avec lesquels vous pouvez travailler et faire d'autres types d'analyses. Il est utile de sélectionner des zones d'intérêt spécifiques et transférer les informations entre les plateformes Sandbox et SIG.
Donc, à partir de maintenant, si vous avez suivi la première présentation sur comment transférer les données dans votre environnement site, cette deuxième méthode ou cette deuxième approche va vous permettre maintenant d'utiliser un shapefile qui vous permettra de délimiter de façon beaucoup plus précise votre zone d'étude et de faire toutes les applications que vous souhaiterez faire sur la plateforme de Digital Earth Sandbox. Le lien de téléchargement de l'exercice d'application est indiqué ici en rouge et nous vous remercions pour votre attention et l'intérêt que vous portez à Digital Earth Africa Sandbox. Digital Earth Africa vous offre également des possibilités de formation à votre rythme, en accès libre et entièrement en ligne. Vous pouvez disposer de vidéos et de tutoriels qui sont enregistrés, mais également aussi des manuels. Vous avez accès à des exercices pratiques et tous ces exercices et ces vidéos et tutoriels, vous les avez en version soit anglaise ou française. Et à la fin de chaque exercice, un certificat d'accomplissement vous sera décerné. Vous pouvez vous connecter en cliquant sur le lien indiqué learn.digitalearthafrica.earth. Bon. Vous pouvez aussi vous connecter à différentes activités de Digital Earth Africa sur le site Internet où vous avez le lien qui est indiqué. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la communauté de Digital Earth Africa pour recevoir les nouvelles trimestrielles et les invitations à assister à des événements tels que ce que nous venons de faire aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous connecter au niveau du Help Desk, c'est-à-dire le bureau d'accueil ou d'assistance. Et vous avez également des liens pour les cours d'apprentissage gratuits. Pour vous inscrire, nous remercions également tous nos sponsors et ceux qui contribuent au succès de ce programme de Digital Earth Africa. Merci de votre attention et libérons ensemble la promesse de demain. Merci bien. Merci beaucoup, Asma, pour la présentation assez pédagogique. Et je tiens à mentionner que c'est vous, l'équipe Afrigiste, qui a été toujours derrière ces cours qu'on a développés et aussi le développement et validation et dissémination de télévision d'Africa. Encore une fois, merci. Et on passe la parole au public. Je vois, on n'en a que deux. On a Rosaire. Oui. Rosaire, vous nous appelez à partir d'où? Rosaire est mutée.